Un homme riche à la barbe bleue vient de se marier à une jeune femme. Un jour, il lui annonce qu'il doit partir en voyage et lui confie un trousseau de clés, parmi lesquelles se trouve celle d'un cabinet du château qu'elle a formelle interdiction d'ouvrir. Curieuse, elle cède à la tentation et découvre le corps de ses précédentes épouses. Sous le choc, elle laisse tomber la clé au sol, qui se tache de sang. Terrifiée à l'idée que son mari découvre qu'elle a enfreint l'interdit, elle essaie de la nettoyer sans succès, puisque la clé est magique et le sang ne part pas. À son retour, il découvre ce qu'elle a fait et s'apprête à la tuer elle aussi. Mais grâce à un peu de temps, à sa sœur Anne, ainsi qu'à ses deux frères, il est tué, et elle finit par échapper de ce sombre mariage. Ce conte, vous devez probablement le connaître. Il s'agit de Barbe Bleue, écrit par Charles Perrault en 1697. L'histoire d'un homme affreux, tueur en série, qui a tué ses précédentes épouses et les cache dans son château, et reconnaissable à sa barbe bleue. Pour ce personnage, eh bien, Charles Perrault s'est inspiré de plusieurs autres personnages historiques, ceux-là, dont un que vous connaissez plutôt bien. Il s'agit de Gilles de Rais. Gilles de Rais n'avait ni la barbe bleue, ni a été accusé d'avoir tué sauvagement ses épouses. En revanche, il a bien été accusé d'avoir tué plusieurs enfants ainsi que de jeunes gens. Pourtant, sa carrière militaire brillante n'aurait en rien présagé ces accusations atroces. Qui était donc Gilles de Rais ? Était-il le seul bras droit de Jeanne d'Arc ou bien un tueur en série au XVe siècle ? Alors aujourd'hui, découvrons l'histoire derrière la légende de Barbe Bleue. Gilles de Rais est né en 1404. Héritant de la baronnie de Rais par ses parents, il est assez rapidement orphelin et finit par être éduqué par son grand-père. Mais il subit une éducation assez négligée et son grand-père est lui-même décrit comme quelqu'un d'assez violent. Forcément, ça ne présage rien de bon pour la suite. Il se lance également dès l'âge de 15 ans dans l'art militaire et est plutôt remarqué pour sa fureur guerrière. Grâce à son mariage avec Catherine de Thouars en 1422, il élargit encore son territoire qui va de la Basse-Loire à l'Anjou et maintenant au Poitou où il détient deux forteresses, celles de Tiffauges et de Pouzauges. Il commence rapidement sa carrière militaire aux côtés de Jeanne d'Arc, il a alors seulement 23 ans. En 1429, il devient maréchal de France, qui est l'une des plus hautes distinctions militaires de l'époque. À son retour en Bretagne en 1433, son grand-père décède. Il récupère alors une immense fortune. Commence alors une vie opulente pour Gilles de Rais, où il dépense sans compter. On dit même qu'il le fait dans un besoin insatiable de bruit et de renommée. Il dépense dans ses nombreux châteaux, dans des mises en scène grandiloquentes, dans une chapelle, dans une chorale, ce qui est extrêmement cher à l'époque. Mais ses richesses fondent à vue d'œil. Il commence alors à vendre plusieurs de ses propriétés, mais cela ne suffit pas, au point qu'on finisse par lui interdire. Sauf que bizarrement, les trésors épuisés se rempliraient de nouveau, comme par enchantement, grâce à l'alchimie et à la magie. Dieu ne pouvait rien refuser à un de Laval, et à défaut de Dieu, il avait le démon, son maître et son patron. En effet, on raconte que Gilles de Rais se livrait secrètement à l'alchimie et à la magie, notamment pour obtenir de l'or. Il écoutait donc beaucoup d'alchimistes et beaucoup de charlatans qui profitent de sa naïveté pour lui faire un petit peu tout et n'importe quoi, notamment des invocations au diable dans lesquelles Gilles de Rais s'investit corps et âme. Si vous avez vu ma première vidéo sur la Voisin, vous comprenez que cette affaire ne datait pas du XVIIe siècle. Si ce n'était qu'une histoire de potions et d'invocations, bien évidemment, je ne parlerai pas de Gilles de Rais. Lorsque son grand-père décède en 1432, on constate un basculement chez Gilles de Rais, comme si son grand-père faisait office de tuteur, ou en tout cas de limite. À partir de ce moment-là, Gilles de Rais s'empêtre dans ses superstitions, dans ses dettes bien sûr, mais surtout devient de plus en plus imprévisible et colérique. Et on dit alors qu'il commence une vie de crime. C'est dans ses nombreux châteaux, comme celui de Champtocé, Tiffauges, Machecoul ou la maison de la Suze à Nantes, que Gilles de Rais aurait enlevé, abusé et tué plusieurs centaines d'enfants, principalement des jeunes garçons, avec l'aide de ses serviteurs. Mais en 1440, il est acculé. Non pas pour ces crimes que je viens de vous citer, mais pour une affaire de propriété. Il veut récupérer le château de Saint-Étienne de Mermorte, qu'il avait précédemment vendu pour combler ses dettes. Appartenant alors à Claire, Jean le Ferron,
Il l'attaque en pleine église avec plusieurs dizaines d'hommes et menace de le tuer. Le clerc se rend et il est même incarcéré. Avec cette action, Gilles de Rais fait une grave erreur, puisqu'il commet un sacrilège tout d'abord, en s'attaquant à l'église bien sûr, mais il s'attaque également au duc de Bretagne, puisque l'église de Saint-Étienne de Mer-Morte fait partie du diocèse de l'évêque de Nantes, Jean de Malestroit, qui est également chancelier de Bretagne. Suite à cette affaire, une enquête est lancée par l'évêque Jean de Malestroit, mais également l'inquisiteur Guillaume Mérissi. Tous deux veulent recueillir les témoignages au sujet de la fama de Gilles de Rais, soit l'équivalent de sa réputation. C'est ainsi qu'ils apprennent les accusations à son encontre au sujet de l'enlèvement et de meurtre de plusieurs enfants, et une enquête est également lancée du côté des autorités civiles, en l'occurrence ici Pierre de l'Hôpital, et les témoins sont alors reçus. Le baron de Rais est donc ainsi incité à comparaître devant 2 tribunaux, laïcs et religieux, pour meurtre d'enfants, sodomie, invocation au démon, offense à la majesté divine et hérésie. Eh ben, le 15 septembre 1440, Gilles de Rais est alors arrêté à Machecoul avec plusieurs de ses possibles complices, notamment 2 ecclésiastiques, ses serviteurs, dont 2 valets, Poitou et Henriet, et 2 femmes, Tiphaine Branchu et Perrine Martin, qui seraient accusées d'être des pourvoyeuses d'enfants. Une trentaine d'enfants disparus sont alors auditionnés, ils confirment la disparition de leur enfant, mais également rapportent la fama de Gilles de Rais, qui serait un ogre mangeur d'enfants. Et d'autres également soulignent les disparitions suspectes. La veuve d'Yvon Kerguin, tailleur de pierre, paroissienne de Sainte-Croix de Nantes, s'est plainte qu'elle a donné son fils à un nommé Poitou, serviteur du sire de Rais, qui le lui avait demandé pour le faire entrer à son service, lequel avait environ 15 ans, et depuis lors, elle ne l'a plus revu. Ces 2 valets sont également alors entendus et confirment les meurtres et les sévices que Gilles de Rais aurait fait subir à ses enfants et même le plaisir qu'il aurait eu à le faire. Le détail et le réalisme de ces dépositions, que je ne vais pas détailler, merci bien, ne font alors aucun doute sur sa culpabilité. Le double procès est alors réalisé et Gilles de Rais finit par avouer ses crimes le 21 octobre 1440 au château de Nantes, où il est auditionné mais également emprisonné. Lui et ses complices auraient alors identifié 12 victimes, âgées de 7 à 18 ans, ainsi que le sacrifice au diable d'un bébé de 6 mois. Le 25 octobre 1440, Gilles de Rais est excommunié, ce qui est une condamnation extrêmement forte pour l'époque, et le 26, il est brûlé avec ses complices. Ses restes, eux, seront confiés à l'église du couvent des Carmes à Nantes, mais le monument funéraire sera vandalisé à la Révolution française, et les restes de Gilles de Rais probablement jetés dans la Loire. Bon, a priori, est-ce une grande perte? Bon, que dire de ce personnage, qui visiblement est assez atroce, rien d'étonnant que Charles Perrault l'ait utilisé en guise d'inspiration. Mais comme tout fait divers de l'histoire, et notamment au vu de l'exceptionnalité de ce cas précis, on doit malgré tout se poser la question suivante. Gilles de Rais était-il, oui ou non, coupable de ces crimes? Vous allez voir, ce n'est pas si simple. Cette question a longtemps fait débat. D'un côté, nous avons la thèse du tueur en série avant l'heure. Les crimes de Gilles de Rais ont été racontés en détail par ses valets, mais également par le baron lui-même, et cela dépasse les classiques accusations de sorcellerie et d'invocation aux démons, comme on peut en voir à l'époque, alors que la chasse aux sorcières commence doucement à se développer en Europe. On a des descriptions assez détaillées et précises du mode opératoire de Gilles de Rais, et ces descriptions frappent par leur réalisme et leur atrocité. On croirait lire les aveux d'un tueur actuel. Ces crimes ont évidemment beaucoup fasciné. On l'accuse de vampirisme, voire de nécrophilie, ce qui fait beaucoup écho à l'image d'ogre qu'il avait à l'époque. Par la suite, la psychopathologie ont étudié ces crimes à l'aube des perversions sexuelles, et d'autres encore, comme Alexandre Lacassagne, le qualifie de sadique au crime à répétition. Crime à répétition. Gilles de Rais peut-il être qualifié de tueur en série au XVe siècle? C'est une question qui a intéressé l'historien Matei Casacu. Selon lui, le baron correspond aux caractéristiques des criminels multirécidivistes. Un âge moyen entre 27 et 31 ans, le même type de victime, en l'occurrence ici de jeunes garçons, ritualisation des crimes, agressivité et violence, etc., etc. Mais il reconnaît également qu'il ne faut pas confondre nos mentalités contemporaines avec celles de l'époque médiévale. Dans tous les cas, il conclut que Gilles de Rais a emporté le secret dans sa tombe.
De l'autre côté du spectre, eh bien nous avons tout l'inverse, un Gilles de Rais qui serait même innocent, dans tous les cas injustement accusé en raison de la chasse aux sorcières qui commençait à sévir en Europe. En effet, Voltaire affirme dès 1756 que Gilles de Rais n'a été accusé que dans l'ombre du fanatisme. Et ça, évidemment, c'est lié à la vision obscurantiste de la période médiévale, opposée à celle des Lumières. Mais là-dessus, je vais m'abstenir de tout commentaire. Il est important de noter que comme beaucoup de faits divers de cette époque, effectivement, les aveux de Gilles de Rais et de ses complices ont été faits dans le cadre inquisitoire. Et ils n'ont donc pas été retranscrits fidèlement, mais seulement après coup. Les questions sont élaborées à l'avance et les juges attendent des réponses particulières, en général obtenues dans le cadre de la torture, bien sûr. Il ne faut pas oublier que Gilles de Rais a également été accusé de pratiques démoniaques, de sorcellerie, et ça a même été le premier pas vers sa vie de crime. Il faut également noter que les premiers témoins s'appuient sur la fama de Gilles de Rais et donc sa réputation qui avait une très grande importance à l'époque. Les témoignages, les rumeurs, la réputation, tout cela faisait guise de preuves. Et pour accuser quelqu'un, il fallait énormément de preuves. Et pour que ces preuves s'accumulent, en général, on usait très facilement de la torture. Cela permet d'avoir des aveux facilement et en général les plus atroces possibles, et à la fin, d'avoir au procès une liste sans fin de crimes. C'est ainsi que bon nombre de personnes innocentes ont été accusées lors de la chasse aux sorcières. Et cela aurait arrangé un personnage en particulier, le duc de Bretagne. Puisque les actes de rébellion du baron sont nombreux et attestés. En témoignent ses dépenses considérables ou ce qu'il a fait au clerc sur Saint-Étienne de Mer-Morte. Cela explique pourquoi le duc de Bretagne a souhaité entendre 70 témoins pour qu'ils puissent aller dans le sens de la rébellion contre la puissance publique, en l'occurrence le duc de Bretagne, qui, bizarrement, assez rapidement, s'est saisi des biens colossaux de Gilles de Rais. Cela rappelle étrangement les procès en sorcellerie où très rapidement on se saisissait des biens des accusés. Le procès de Gilles de Rais, à l'époque, c'est moins celui d'un tueur pédophile, comme on le retient aujourd'hui, puisqu'il fait écho à nos préoccupations actuelles, que celui d'un baron qui se rebelle contre le pouvoir ducal et fait preuve de lèse-majesté contre le pouvoir religieux et ducal. Finalement, pour les sorcières, c'était le sabbat qui les accusait. Pour Gilles de Rais, ça pourrait être le crime d'enfant. Nous ne saurons jamais ce qui tient de la légende de Barbe Bleue ou celle d'un mécanisme inquisitoire bien rodé en faveur d'une puissance ducale. Au final, cette histoire, c'est peut-être aussi un mélange de ces deux paradigmes. Gilles de Rais a peut-être été véritablement coupable de ces crimes et le pouvoir ducal en a peut-être profité. Comme nous le disions plus tôt, Gilles de Rais a emporté le secret dans sa tombe. Et depuis, des légendes et des histoires gravitent autour de ce personnage, à la carrière militaire exemplaire, à l'instar de sa comparse Jeanne d'Arc. Mais pas pour les mêmes raisons.